They're actually wolves in sheep's clothing. En réalité, ce sont des loups déguisés en agneaux. They actually were injecting people with the virus. Ils injectaient réellement le virus à des personnes. Nous avons tous entendu parler des programmes d'aide internationale destinés à l'Afrique. L'USAID, le DFID britannique et d'autres ONG sont présentés comme des sauveurs apportant secours, éducation et soins médicaux aux populations africaines. Mais que se cache-t-il derrière cette aide internationale? Est-elle vraiment aussi bénéfique qu'on nous fait croire? Suite aux récentes coupes budgétaires dans l'aide américaine, certains craignent des conséquences humanitaires désastreuses pour l'Afrique. D'autres y voient une opportunité pour le continent de s'affranchir d'une influence étrangère problématique. Aujourd'hui, nous explorons cette question complexe avec l'ambassadrice Adiana Chihombori-Quao, médecin et ancienne représentante permanente de l'Union africaine auprès des États-Unis. L'aide internationale se présente souvent sous un jour altruiste, combler les lacunes dans l'éducation, la santé, fournir de l'aide humanitaire, défendre les droits humains. Mais selon l'ambassadrice Chihombori-Quao, cette façade cache une réalité bien plus complexe. Je pense qu'il y a autre chose que nous devons considérer. Il y a un besoin de réajustement, il y a un besoin de réalignement. Nous devons comprendre la véritable raison de la présence de l'USAID en Afrique. Non seulement l'USAID, mais d'autres ONG également. Regardez le DFID, qui est l'équivalent britannique, et de nombreuses autres plus petites. Leur seul objectif était de se présenter comme venant à la rescousse de l'Afrique, venant combler les lacunes dans les services gouvernementaux, lacunes en matière d'éducation, lacunes en matière de soins de santé, lacunes en matière de services humanitaires. Elles arrivent sous le déguisement de s'occuper des questions relatives aux droits de l'homme, aux questions relatives à la protection de l'environnement, à la justice sociale. Elles arrivent en prétendant introduire des initiatives populaires qui vont aider les gens. Elles utilisent cela comme un moyen de pénétrer dans les régions les plus reculées d'Afrique. Elles parlent de plaidoyer gouvernemental. Sur le papier, tout cela semble très bien, mais en réalité, ce sont des loups déguisés en agneaux. Elles utilisent cette ouverture, cette apparence humanitaire, pour constamment déstabiliser les gouvernements. Cette perspective remet profondément en question l'image que nous avons de l'aide internationale. Contrairement à la croyance populaire, l'ambassadrice affirme que de nombreux dirigeants africains ne regrettent pas le départ de ces organisations. Mais qu'en est-il des programmes qui semblent avoir des effets positifs, comme le PEPFAR, destiné à combattre l'épidémie de VIH-Sida sur le continent? Regardons ce à quoi servait le VIH-Sida. Nous connaissons un programme qui était mené en Afrique du Sud, où ils injectaient réellement le virus à des personnes. La raison pour laquelle une partie du virus du sida s'est propagée aussi rapidement en Afrique australe, c'est qu'il y avait des jeux très sales qui étaient joués sur le peuple africain. On utilisait les Africains comme cobayes pour des activités expérimentales. Même lorsque vous examinez chaque aspect, on nous utilise comme cobayes. Oui, il y a eu une part de bien, un pourcentage de bien, mais tout n'est pas fait avec de bonnes intentions. Au cœur de la problématique sur l'exploitation des ressources africaines se trouve une question fondamentale. Comment un continent aussi richement doté en ressources naturelles peut-il continuer à dépendre de l'aide étrangère? L'Afrique a été le fournisseur. Si vous regardez l'Europe ne peut pas survivre sans l'Afrique. Une situation que les gens ne réalisent pas. Après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les États-Unis ont mis en place le plan Marshall, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la contribution par l'exploitation des minéraux africains a en fait été le plus grand financier du plan de relance européen.
alias le plan Marshall. Les États-Unis ont contribué à hauteur de 13 milliards de dollars, ce qui représente aujourd'hui 165 milliards de dollars que le contribuable américain doit d'ailleurs rembourser. Personne ne demande ce remboursement. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que l'Afrique, par l'exploitation de ses ressources par les Européens, a en fait apporté une contribution bien plus importante à la reprise européenne après la Seconde Guerre mondiale. Personne n'en parle. Pourquoi un continent qui a autant contribué à la reprise de l'Europe continue-t-il d'être si pauvre? Soyons réalistes ici, ne parlons pas de miettes. L'Afrique n'a pas besoin d'aide. Ce dont nous avons besoin, c'est que ceux qui exploitent l'Afrique cessent leurs agissements. L'Afrique a tout ce dont elle a besoin. Si l'Afrique a pu autant contribuer à la reprise de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, pourquoi l'Afrique n'a-t-elle pas été développée de la même manière? L'exemple du Niger illustre parfaitement ce déséquilibre économique. En reprenant le contrôle de l'exploitation de son uranium, le pays a réussi à transformer radicalement ses revenus. Si je peux utiliser l'exemple de ce qui s'est passé au Niger, lorsque le gouvernement a décidé de prendre le contrôle de l'exploitation de son uranium, les entreprises françaises qui exploitaient l'uranium payaient au gouvernement 80 centimes le kilo pour l'uranium et le revendaient ensuite au reste du monde à 200 € le kilo. Cette seule décision du gouvernement nigérien de dire « nous allons maintenant prendre possession de notre propre uranium » leur a permis de passer d'environ 1 milliard de revenus tirés de l'uranium à plus de 300 milliards par an. Réalisez-vous de quoi je parle? Aucune ONG ne pourrait apporter ce genre d'argent. Et ce n'est qu'un seul minéral. Imaginez un pays qui fait l'inventaire de tous ses minéraux et qui profite de ses ressources naturelles comme le font les autres pays du monde occidental. C'est ce que les dirigeants africains doivent considérer. Ce cas emblématique soulève une question cruciale. Et si la véritable solution pour l'Afrique n'était pas plus d'aide, mais plutôt le contrôle de ses propres ressources? Face à cette situation, quelles sont les options pour le continent africain? Des mouvements d'autonomisation émergent dans plusieurs pays du Sahel. Laissez-moi vous dire que nous devons regarder ce qui se passe au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Le président Traoré se dresse. Il dit que les ressources naturelles du Burkina Faso appartiennent au peuple burkinabé. Le Niger fait la même chose. Le Mali fait la même chose. Chaque dirigeant doit regarder ce qui se passe dans les nations du Sahel et se dire que, comme tout le monde, vous devez prendre soin de votre peuple. Vous avez vos ressources naturelles, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour prendre soin de votre peuple. Pourquoi continuez-vous à être des mendiants? Mais le défi va au-delà de chaque nation prise individuellement. Pour l'ambassadrice, l'avenir réside dans l'unité africaine. L'Afrique doit s'unir. L'Afrique doit parler d'une seule voix. Et l'Afrique doit se présenter sur la scène mondiale avec une seule voix, un seul programme, un seul plan auquel le monde devra répondre. Mais tant que l'Afrique se présentera au monde comme de petits pays minuscules, comme le Swaziland, comme la Guinée, l'Afrique mène une bataille perdue d'avance. L'Afrique doit s'unir et l'Afrique doit parler d'une seule voix. C'est la seule façon pour une Afrique forte et unie de prendre la place qui lui revient sur la scène mondiale, d'être respectée et d'arrêter l'exploitation. Cette vision d'une Afrique unie et autonome se heurte cependant à des obstacles historiques et psychologiques profondément ancrés. Je pense que c'est une longue histoire. Si vous remontez à la colonisation, si vous remontez à la christianisation et à la manière dont elle a été introduite, à la façon dont nous avons été formés pour être soumis en Afrique, les règles du jeu étaient les mêmes. Je pense que ce qui a été fait pour endoctriner les Noirs du monde entier, bien avant même qu'ils ne quittent l'Afrique, nous en souffrons encore de cet héritage de la colonisation, de l'héritage de l'esclavage, où les gens au pouvoir eux-mêmes ne croient pas qu'ils peuvent le faire. Nous avons encore des dirigeants qui croient qu'on ne peut réussir qu'en travaillant avec des Blancs. Nous avons des individus qui pensent que seul quelque chose apporté par des Blancs a des chances de succès. Avec ce genre de mentalité, c'est une bataille très difficile. Notre bataille pour réussir, pour nous unir en tant que continent africain, est une bataille de l'esprit.
La remise en question ne s'arrête pas au programme d'aide. L'ambassadrice propose également une lecture critique des grandes institutions internationales comme l'ONU, la Banque mondiale ou l'OMC. Non, ces institutions ont été créées après la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu 4 semaines pour créer les Nations Unies. Pourquoi? Pour aider à la reprise de l'Europe. La Banque mondiale, le FMI, il a fallu 3 semaines pour les créer après la Seconde Guerre mondiale, afin d'aider à la reprise de l'Europe après son auto-implosion et sa destruction. Donc, non, non, non. Ces institutions n'ont pas été créées pour profiter au monde en développement. Au contraire, elles ont été construites pour voler le monde en développement. Leur succès est basé sur les échecs des nations en développement où elles ont volé. Donc non, non, non. Nous devons célébrer ce que le président Trump fait en quittant les Nations Unies, en quittant l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons besoin que les États-Unis quittent l'Organisation mondiale du commerce parce qu'elle ne fait rien pour l'Afrique. Elle ferme les yeux sur les exploitations flagrantes, les politiques commerciales inégales et déséquilibrées qui nuisent à l'Afrique. Cette analyse nous invite à reconsidérer fondamentalement l'ordre mondial établi après la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences pour les pays en développement. À l'heure où nous assistons à un recul de l'aide internationale traditionnelle, la perspective de l'ambassadrice Chihombori Quao offre un cadre de réflexion provocateur mais nécessaire. Et si ces coupes dans l'aide étrangère, au lieu d'être une catastrophe, représentaient une opportunité pour l'Afrique de réécrire son histoire sur ses propres termes? Le continent africain, riche de ses ressources naturelles et humaines, pourrait-il saisir ce moment pour repenser ses relations avec le reste du monde et avancer vers une véritable indépendance économique et politique? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Nous sommes curieux de savoir ce que vous pensez de cette analyse. Laissez donc vos avis dans les commentaires. Merci à tous et à très bientôt sur Actualité Brûlante pour d'autres analyses.